chers internautes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Alfred Balkoun, qui est économiste, professeur à la Chambre de commerce en Bobigny, Paris, et aussi enseignant à la Sorbonne, responsable des juridictions du parti PAIGC, donc le parti indépendantiste bissau-guinéen. Donc, bonjour, professeur Balkoun. Oui, bonjour, monsieur Wad. Bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on parle d'un sujet souvent d'actualité en Afrique, qui est le bicéphalisme à la tête des pays. Souvent, ça n'a pas marché. On se rappelle du Sénégal en 1962, lors de la crise entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Est-ce à dire que nous Africains, nous ne sommes pas faits justement pour un partage de pouvoir au sommet, c'est-à-dire pour des régimes parlementaires ou semi-présidentiels, et qu'il faut à chaque fois un seul homme qui porte et qui incarne les institutions républicaines? Oui, bonjour. Il est vrai que le problème de régime politique en Afrique est très important dans les pratiques politiques. Parce que devant la nécessité de s'adopter des régimes politiques à même de porter leur mission de développement, les pays africains, en début des indépendances, se sont beaucoup tâtonnés, pour ne pas dire, ont tout simplement calqué le régime politique qui existait dans leur pays et qui représentait une sorte de mimétisme des régimes politiques européens. C'est ainsi, effectivement, que nous avons vu, puisque vous parlez là du Sénégal, au Sénégal, le régime politique du Sénégal a commencé justement par le régime parlementaire, avec à sa tête, c'est le bicéphalisme justement, un président de la République qui préside et un Premier ministre, donc le président de la République, en l'occurrence Léopold Sédar Senghor, et le Premier ministre Mamadou Dia, qui lui est à la tête de l'exécutif et justement en face de l'Assemblée nationale. Bon, alors, ce qui s'est passé justement au Sénégal illustre bien les difficultés des régimes africains, en tout cas des dirigeants africains, à s'approprier les régimes politiques qu'ils ont eux-mêmes choisis pour fonctionner, pour développer leur pays. Nous assistons au Sénégal, donc dans les années 60, à une crise telle qu'il n'y en a jamais eu au temps de la colonisation. Cette crise se résume tout simplement à une crise de leadership entre Mamadou Dia et Senghor. Finalement, les différents organes ont essayé de résoudre cette crise, mais malheureusement, n'y parvenant pas, ils étaient obligés justement de passer par une motion de censure pour dissoudre le gouvernement, les pouvoirs de Mamadou Dia. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est toujours les difficultés de travailler de pair, parce que le bicéphalisme, c'est justement le pouvoir de l'un s'arrête là où démarre le pouvoir de l'autre. Mais nous avons en Afrique des hommes politiques très compétents, mais qui ont très souvent la difficulté de travailler de pair, de reconnaître les compétences des différents responsables des organes souverains. Alors, donc, nous sommes en Afrique d'une manière générale avec des configurations type 5e République française, donc un chef d'exécutif qui est très fort et qui l'emporte même sur les autres pouvoirs, donc un hyper-présidentialisme. Dans votre pays, la Guinée-Bissau, justement, on
parle de changement constitutionnel, puisque vous étiez jusque-là l'un des pays où il y avait ce semi-présidentialisme avec des pouvoirs larges donnés au Parlement. Mais depuis 2014, si mes chiffres sont bons, vous êtes en crise aussi et on a l'impression que cette crise, elle est née de ce bicéphalisme avec un Premier ministre et un président qui étaient en porte-à-faux. Et aujourd'hui, on a des élections qui se sont déroulées dans des conditions spéciales avec beaucoup de contestations de part et d'autre. Donc, c'est une question qui regorge en fait beaucoup de questions. Est-ce que ce changement constitutionnel constitue une nécessité? Est-ce que c'est la solution de sortie de crise en Guinée-Bissau? Bien. En Guinée-Bissau, c'est aussi un terrain d'expérimentation institutionnelle tel que le Sénégal l'a vécu. Avant d'aller plus loin, je crois que l'expérience qu'a vécue le président Léopold Senghor et qui résume dans cette citation, il disait, après avoir échoué le bicéphalisme au Sénégal et opté pour le régime présidentiel, il disait lui-même que c'était autant plus une erreur psychologique que chez les peuples fluctuants à effectivité volcanique et à réaction immédiate, il faut un pouvoir, c'est-à-dire un exécutif fort, non partagé. Voilà une citation qui exprime la difficulté de s'imbriquer dans les régimes politiques que nos dirigeants choisissent eux-mêmes. Alors, cette citation, on va la transférer dans le cas de la Guinée-Bissau. Vous avez un régime parlementaire, un régime politique qui permet aux différents responsables d'État, à savoir le président et le Premier ministre, de travailler de pair dans un organe pour diriger le gouvernement, diriger l'État, surtout pour un pays qui est très en retard sur le plan démocratique. Sur le plan économique et développemental, c'était le régime qu'il fallait, mais malheureusement, il faut que les hommes qui portent les destinées de nos nations comprennent tout simplement que le pouvoir se partage. Sans partage de pouvoir, il ne peut y avoir de développement. Sinon, on tombe sur ce que vous disiez tout à l'heure, le présidentialisme. Le présidentialisme, c'est justement l'application perversive, inconstitutionnelle, antidémocratique, justement, du parlementarisme, parce qu'on ne veut pas de régime parlementaire, parce qu'il nous bloque. Nous sommes obligés de reconnaître que notre pouvoir commence de A et s'arrête à C, pour que l'autre, justement, prenne son pouvoir de C pour aller à Y. Oui? Donc, c'est extrêmement compliqué pour nous. Donc, la Guinée-Bissau, malheureusement, elle n'est pas indemne de toutes ces faiblesses démocratiques et humaines. Elle a vécu ces problèmes très durement, notamment depuis 2014, où nous avons eu un gouvernement qui a été élu à la suite des élections législatives, donc reconnu, et ce gouvernement a été mis en place avec un Premier ministre qui a été constitutionnellement choisi à partir du parti majoritaire qui est le PSGC, justement. Mais malheureusement, on revient à la situation du Sénégal dans les années 60 à 62 entre Mamadou Dia et Senghor. Il y a eu, bien sûr, un problème de leadership. Le président de la République voulait avoir toutes les prérogatives, y compris celles dont il ne possède pas constitutionnellement. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un conflit qui va paralyser les institutions, les organes d'État et qui va paralyser entièrement le pays depuis 5 ans. Vous imaginez? Donc, situation vécue au Sénégal identique à la situation vécue en Guinée-Bissau, mais heureusement au Sénégal, il y a eu beaucoup plus d'intelligence. Ils ont quand même utilisé la loi pour démontrer à Mamadou Dia qu'il était minoritaire.
je dirais, ils ont utilisé des réflexes, même si ce sont des réflexes, je dirais, empiriques, égoïstes, mais au moins, c'est des réflexes démocratiques, parce qu'on est passé à l'Assemblée nationale. En Guinée-Bissau, le président ignore qu'il y a le pouvoir législatif qui est dirigé par l'Assemblée nationale populaire. Il ignore complètement. De même que, je ne vais pas dire le président Umaru Sissoco, ça ne sortira jamais de ma bouche. Le candidat autoproclamé Umaru Sissoco, président de la République de Guinée-Bissau, sous le couvert et la bénédiction de la CEDEAO, ce candidat autoproclamé, il sort de je ne sais où et il déclare, on lui donne carte blanche pour réviser la Constitution. Mais non. Alors, professeur Balkoun, vous avez dit candidat autoproclamé. Alors, est-ce que si on se tient du point de vue de la loi électorale bissau-guinéenne, c'est un candidat autoproclamé dans la mesure où la commission électorale l'a par 2 fois déclaré vainqueur et que la Cour suprême jusque-là n'avait pas encore tranché. Donc, il y avait une situation de blocage, mais il avait été investi par une commission électorale et la Cour suprême n'avait pas encore donné son aval. Est-ce que finalement, justement, cette dualité Cour suprême, commission électorale, cette dualité entre les procès verbaux, donc ils sont jugés et comptabilisés sur le fond, et la Cour suprême peut-être qui devait se prononcer sur la forme. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une autre forme de blocage institutionnel et démocratique aussi des élections? Et est-ce que cela n'a pas poussé finalement le président élu ou autoproclamé, c'est selon, à dire, écoutez, je déclare la fin de la récréation, je prends les choses en main parce que ce pays, c'est un manque de leadership autoritaire et fort, comme d'ailleurs on le voit, on peut rappeler par beaucoup de panafricanistes qui pensent qu'il faut des leaderships forts en pointant du doigt vers le seul pays en Afrique qui réussisse. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi tout cela qui fait que Oumar Sissoko Embalo aujourd'hui est l'homme fort de Bissau? Non. Très bien, vous avez fait une très, très bonne analyse, mais je ne dirais pas que Oumar Sissoko est aujourd'hui l'homme fort en Guinée-Bissau. Absolument pas. Il est l'homme par lequel le désordre politique, le désordre démocratique et le désordre institutionnel se sont installés en Guinée-Bissau. De par ses attitudes, le non-respect du code électoral, le non-respect du peuple de la Guinée-Bissau et surtout, comme j'ai toujours dit dans certains articles, c'est le VRP du Sénégal ou je ne sais pas de la Haute-Volta ou je ne sais pas du Nigeria ou du Niger en Guinée-Bissau. Le peuple de la Guinée-Bissau n'a pas besoin de porteurs de valises en Guinée-Bissau. Les porteurs de valises des anciens présidents de la République, ils restent porteurs de valises dans les pays en question concernés, mais pas en Guinée-Bissau. Nous sommes un peuple respecté et respectable. Donc, le problème qui se pose malheureusement sur les questions que vous venez d'évoquer, c'est qu'il y a eu une lenteur de décision de la Cour suprême de justice de la Guinée-Bissau. Quand je dis lenteur de décision, c'est que tout simplement, ils ont voulu préserver justement les comportements, les mentalités qui sont toujours appliquées dans le pays jusqu'à présent, au détriment de la fermeté juridique, de la fermeté institutionnelle. À partir du moment où il y a eu, les résultats ont été proclamés, le deuxième tour, le candidat, dès lors qu'un candidat fait un recours auprès de la Cour suprême, les résultats, toute décision, elle devient suspensive. Donc, c'est là, c'est pendant cet espace-là juridique que M. Embalo s'est précipité pour être reçu par ses amis, par les différents chefs d'État à l'étranger, ce qui est un manque de respect de nos institutions, de notre loi, de la Cour suprême et surtout du peuple de la Guinée-Bissau. Mais je dis,
pourquoi je dis, quelque part, la lenteur de décision de la Cour suprême nous a embarqués malheureusement, dans un parcours irréversible. Il aurait fallu qu'ils réagissent rapidement et que leurs décisions qu'ils ont prises 04-2020, que ces décisions-là, elles soient fermes. La CNE, dans aucun pays au monde, la CNE n'a la compétence de valider des résultats. Elle a la compétence de proclamer un résultat, mais elle n'a pas l'hégémonie de valider les résultats. Elle n'a pas cette compétence de la Cour suprême, mais qu'est-ce qui explique cette lenteur de la Cour suprême? Beaucoup pensent d'ailleurs que la Cour suprême était dominée par le PAIJC, votre parti, et que c'est pour cela qu'elle n'a pas voulu se prononcer et proclamer le résultat de Embalo. Est-ce que c'est de simples allégations ou bien il y a un fond de vérité dans ça? Moi, je pense que si elle n'a pas voulu se précipiter, c'est qu'effectivement, la Cour suprême voulait réellement intégrer tous les paramètres politiques que nous vivons en Guinée-Bissau depuis un certain nombre d'années. Et ce sont des paramètres très conflictuels, de manière récurrente, et que la Cour suprême, dans ses prérogatives, voulait justement intégrer pour pouvoir prendre une décision juridique, institutionnelle, qui soit respectée par la suite. Mais malheureusement, la lenteur, malheureusement, cette lenteur-là a donné l'occasion à la coalition de Umbalou Sissoko de tout bousculer. Voyez. Donc, elle est louable. L'attitude de la Cour suprême est très louable, mais en même temps, ce qui est regrettable, c'est cette lenteur de prise de décision. C'est ça qui... Alors, aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle donne. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une nouvelle donne. Il y a un président élu ou autoproclamé, selon vous, votre terminologie, et qui dit, voilà, je vais changer la Constitution parce que ce bicéphalisme nous a amené dans beaucoup de crises, a paralysé notre pays. Et est-ce que je vais utiliser les instruments démocratiques ou non? Est-ce que je vais faire le référendum ou bien je vais passer par le Parlement? Alors, quelle est la voie choisie justement pour mener? Alors, l'article 127 de la Constitution, de notre Constitution en Guinée-Bissau stipule: la présente Constitution peut être révisée à tout moment par l'Assemblée nationale populaire. Dans le deuxième point, il précise que l'initiative justement de révision constitutionnelle appartient strictement à l'Assemblée nationale populaire, c'est-à-dire aux députés. Encore une fois, je vous démontre que Sissoko Embalo est un VRP qui ne respecte pas les lois en Guinée-Bissau. Il devait savoir, avant de dire je vais faire la révision de la Constitution, il faut d'abord connaître les lois et leurs applications en Guinée-Bissau avant de prendre des décisions, de telles décisions. Rien ne justifie des précipitations telles qu'on en a eu depuis les élections au deuxième tour. Pourquoi se précipiter à se proclamer? Pourquoi encore là se précipiter à dire je vais entreprendre la révision? Non, pour qu'une révision de la Constitution soit efficace et opérante, il faut que tous les acteurs, tous les responsables des organes institutionnels s'assoient autour d'une table, discutent, intègrent le peuple dans la réflexion pour que nous puissions arriver à amender, à améliorer la Constitution de la Guinée-Bissau. Attention, dans sa tête à lui, de ce candidat autoproclamé, la révision de la Constitution, c'est nous faire passer au régime présidentiel tel que ça se déroule au Sénégal, parce que ce qu'il veut, c'est un imbu de pouvoir. Il veut avoir tous les pouvoirs, alors que jusqu'à présent, on est dans un régime bicéphale qui permet de travailler ensemble pour développer le pays. Et non donner le pays, vendre le pays à Umaro Sissoko, parce qu'une fois qu'on lui aura permis de passer en régime présidentiel,
le pays, notre pays, n'appartiendra plus au peuple guinéen-bissau, il va appartenir à Macky Sall et à tout le reste. Professeur, vous conviendrez avec moi que ce régime bicéphale est bloqué quand même depuis un certain nombre d'années, depuis 2014, avec une bataille au sommet ou un bras de fer au sommet qui a créé une instabilité au niveau de l'exécutif avec plusieurs changements de Premier ministre et en même temps un pays qui économiquement est paralysé. Peut-être c'est un moindre mal de vouloir créer un présidentialisme, mais pourvu que cela repose sur des bases, comme vous l'avez dit, démocratiques, en respect des procédures et autres. Et sur ce point, je vous rappellerai que la CEDEAO, d'ailleurs, semble préconiser ce changement constitutionnel. Est-ce le cas? La CEDEAO, je ne pense pas qu'il demande dans ses prérogatives, elle ne demande pas de changement de régime politique. Elle demande, effectivement, il y a des incompréhensions dans la Constitution de la Guinée-Bissau aujourd'hui en matière de définition stricte des rôles des personnalités dirigeantes de l'État. Les organes ont des compétences et par moments, ces compétences-là ne sont pas comprises, ce qui crée malheureusement, généralement des confusions, des conflits. C'est l'incompréhension de la loi, de la Constitution bissau-guinéenne qui est à l'origine des conflits que nous connaissons depuis un certain nombre d'années parce que les anciens présidents, pour ne pas dire Nino Vieira, a apporté des modifications qui l'arrangeaient sur la Constitution. Si vous voulez, chaque président qui arrive apporte des modifications, même si ça ne passe pas par la révision constitutionnelle, mais elle passe par la révision, par le fait. D'accord? Donc, de fait, on modifie chaque fois qu'on José Marévaz a été celui qui a le plus matraqué la Constitution de la Guinée-Bissau. Il a asservi et desservi la Constitution de la Guinée-Bissau. Donc, aujourd'hui, est-ce que, vous savez, l'être humain, lorsque on vous donne une pomme, vous voyez le voisin manger une orange, vous allez vouloir manger une orange. Comme le président Obama, pour le paraphraser, mais l'Afrique dispose d'hommes d'État compétents. Lui, il disait, ce ne sont pas les institutions qui posent problème. Ce ne sont pas les institutions qui posent problème. Ce n'est pas le changement de la Constitution qui va poser problème. D'accord? Ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'avoir une Constitution juste, équitable, qui soit à l'avant-garde aujourd'hui du 21e siècle, mais et en même temps, avoir des hommes d'État respectueux de cette Constitution, respectueux des ordres institutionnels, et c'est là le problème. José Marévaz, pendant toute sa législature, n'a jamais été un président qui a pu se muer dans la carapace d'un véritable président de République respectueux des institutions. Comment se fait-il, professeur? Il est de votre parti. Vous êtes un vieux parti, un parti historique avec tous les organes de délibération et de prise de décision. Comment se fait-il que, étant de votre parti, qu'il ait entraîné le pays dans cette impasse institutionnelle? Deuxièmement, je pense que là, le rapport de force sur le terrain avec le soutien de l'armée, avec le soutien, en fait, avec en tout cas l'inactivité ou l'inaction de l'opposition, on a l'impression qu'il y a un état de fait qui s'est institué sur le terrain. Vous le dites vous-même que les présidents ont régné par état de fait. Et cet état de fait aujourd'hui fait que le président Embalo peut certainement avancer son projet de réforme constitutionnelle. Alors, est-ce que l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO approuvent la direction prise par Sissoko Embalo? Je ne pense pas que les institutions internationales approuvent la décision, même si dans la dernière préconisation de la CEDEAO, elle invite effectivement les responsables des institutions à s'asseoir autour d'une table et
à mener des politiques et des plans de révision de la Constitution. Je vous signale que cela a été dans le programme du candidat de Domingos Simões Pereira, qui a été le président du PAIGC. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Le président Domingos Simões Pereira a toujours dit qu'il fallait apporter des améliorations, évidemment, dans la Constitution. Mais y aller en disant « je vais changer la Constitution, je vais changer le régime politique de la Guinée-Bissau », je pense que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et toute bonne solution d'hommes sages politiques ne se prennent jamais ni dans la précipitation, ni par la force, ni par la violence, comme nous avons connu récemment, le 27 février, avec un coup d'État que toute la communauté internationale a vu, et est resté malheureusement inerte. Non, on ne dirige pas le pays par la force, par la violence, en se servant justement de l'armée de la CEDEAO, en se servant également de l'armée républicaine. Non. Un chef d'État doit être d'abord le premier à respecter l'ordre constitutionnel, à respecter l'exécutif, le législatif et le judiciaire. S'il n'a pas intégré le respect de ces trois organes, alors il n'est pas capable, il démontre de lui-même qu'il est incompétent et qu'il ne sera jamais capable de gouverner la Guinée-Bissau parce qu'avec lui, la Guinée-Bissau, elle sera gouvernée, on le sait, par des mains invisibles. Mais aujourd'hui, ces mains ne sont plus invisibles. On les connaît. Alors, professeur Balokoun, en fait, j'ai l'impression en fait que la relation entre le président du Sénégal et Umaro Sissoco Embalo a fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que vous êtes en train de dire que la Guinée-Bissau doit se construire contre le Sénégal, contre l'amitié naturelle entre les deux pays, ou bien c'est juste spécifiquement par rapport à Sissoco Embalo? Non, le peuple de Guinée-Bissau et le peuple du Sénégal, ce sont des peuples frères. Ils ont toujours été des peuples frères et l'histoire, justement, politique de la Guinée-Bissau a rassemblé le peuple sénégalais et le peuple bissau-guinéen. Donc, le problème, l'inquiétude ne sont pas à ce niveau. Aujourd'hui, avec l'arrivée brutale de Embalo, on ne sait d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas. Oui. Il est bissau-guinéen, je vous l'accorde. Justement parce que la terre de Guinée-Bissau accueille tout le monde. Il est bissau-guinéen, mais ne respecte pas du tout les Guinéens, ni la loi guinéenne. Je me pose des questions. Si je suis bissau-guinéen, je dois privilégier d'abord les intérêts du peuple bissau-guinéen et les intérêts de la République bissau-guinéenne, et pas l'inverse. Donc, ça me fait penser qu'un tel individu, demain, lorsqu'il y aura des problèmes de défense ou de sécurité internationale, un tel individu est capable de combattre contre le peuple bissau-guinéen. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela, professeur? Mais il n'est pas patriote. Ce n'est pas un patriote, cet homme-là. Il n'est pas patriote du tout. Et je me demande si vraiment, tous ces gestes font et démontrent qu'il n'aime pas du tout la Guinée-Bissau et qu'il est simplement là pour se servir de la Guinée-Bissau pour ses intérêts propres et pour les intérêts d'un groupement. Je ne sais pas si c'est un groupement sous-régional pour développer le fulanisme, excusez-moi, monsieur. Non. ou pour je ne sais pas, excusez-moi. Là. Mais là c'est non. complot. Il n'y a pas de non, ce n'est pas une théorie du complot. Je vais vous dire, le pire de tout ça, c'est le développement accru de la plateforme de narcotrafic en Guinée-Bissau. Et c'est le mal de la Guinée-Bissau, il est là. Le mal de la Guinée-Bissau, ce n'est pas le développement économique. C'est justement cette économie souterraine, parallèle, qui génère 10 fois plus de richesses
que l'économie normale. Et c'est soutenu par qui? Je ne dis pas que c'est lui qui soutient tout ça. Non, je ne le dis pas. Je n'en ai pas les preuves. Effectivement. Mais peut-être, il soutient. Donc, quand on est chef d'État, cette économie souterraine, elle est là depuis très longtemps. Bien avant même la naissance de Umaro Sissoko Embalo, la Guinée était quand même un pays en termes de narcotrafic et autres. C'est un pays malheureusement qui était sur la liste noire. Justement, c'est la honte de la Guinée. Ça, c'est la honte de tous les Bissau-Guinéens. Et malheureusement, nous en sommes conscients et nous luttons justement contre ces narcotrafiquants. Le candidat Domingos Simões Pereira, qui est le président du PAIGC, pourquoi est-il si décrié par les hommes politiques bissau-guinéens? Regardez la coalition qui s'est mobilisée contre lui. Tous pour lui. Ben voilà, vous voyez bien. Donc, vous avez d'un côté ceux qui ne veulent pas le changement, ceux qui ne veulent pas l'amélioration de la Guinée-Bissau, contre le seul qui dit clairement que le mal de la Guinée-Bissau, c'est le narcotrafic, c'est le manque de patriotisme des hommes politiques, le manque de responsabilité des hommes politiques, et qui s'engage à donner l'exemple dans ses pratiques politiques. Regardez, je vous donne un exemple. En 2014, il y a eu, le PAIGC a gagné largement les élections. Vous avez eu, qu'est-ce que vous avez eu après? Un gouvernement inclusif dirigé par Domingos Simões Pereira, qu'il a voulu de lui-même suite à un excellent programme où on a pu mobiliser des financements pour la Guinée-Bissau. Donc ça, c'est un exemple. Donc, Umaro Sissoko, il n'est pas dans cette dynamique de rassemblement du peuple guinéen. Il est dans une dynamique de destruction. Et c'est cela que nous contestons justement.